Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Et si vous êtes une femme ambitieuse mais essoufflée et que vous avez envie de reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, alors je vous invite à réserver dès aujourd'hui votre place pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. On commence le 20 novembre pour une aventure de sororité de 3 mois. Vous trouverez les informations sur mon site www.christinelevicki.com. Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Avant de commencer ma conversation, je voudrais prendre le temps de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour mon programme La Voix d'Athéna. Pendant 12 semaines, je vais vous accompagner à réveiller vos super pouvoirs féminins, à faire la paix avec votre corps et vous déployer sans retenue ni délai. Vous trouverez le lien pour découvrir le programme et réserver votre place dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Alix, autrice du livre « Merci, mais non merci ». Comment les femmes redessinent la réussite sociale, paru aux éditions Payot en février 2021. Céline a commencé sa carrière en tant qu'avocate en droit des fusions-acquisitions au sein des grands cabinets à Paris, Londres et à New York. Elle a également travaillé comme chargée de mission politique commerciale et affaires juridiques à la mission économique de l'ambassade de France à Washington, D.C., ainsi que comme chargée de mission au sein du service des affaires internationales de l'autorité des marchés financiers. Céline Alix était, comme on pourrait dire, sur une voie royale. Et pourtant, elle a décidé d'en sortir et de tracer sa propre route. Pourquoi ? C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Céline va nous parler de son histoire, mais aussi de ce qu'elle a identifié comme un mouvement, le opting out. Cet épisode est pour vous, si vous faites partie de ces femmes qui ont de l'ambition, mais qui ont souvent ce sentiment de devoir trop sacrifier pour leur métier. Vous voulez vous épanouir dans votre boulot, mais trop souvent, vous vous retrouvez épuisé en fin de journée. Vous vous êtes investi dans toutes vos responsabilités, mais vous n'avez pas réussi à vivre ce que vous vouliez vraiment. Vous trouvez que les pratiques et les codes professionnels ont franchement besoin d'évoluer. Dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. Comment la place des femmes sur le marché de l'emploi a évolué depuis 30 ans ? Pourquoi les femmes sont de plus en plus nombreuses à quitter les grandes entreprises pour se mettre à leur compte ? Qui sont ces femmes qui ont quitté leur poste à responsabilité et que font-elles aujourd'hui ? Pourquoi les femmes partent-elles ? Quels sont les éléments du système qu'elles n'ont plus envie de tolérer ? Qu'est-ce que les femmes peuvent apporter au monde du travail et au monde en général ? Alors, bienvenue Céline dans cet épisode. Merci Christine d'avoir invité. Alors, dans cette conversation aujourd'hui, on va parler des femmes et du monde du travail et de comment la place des femmes sur le marché de l'emploi a évolué, notamment depuis l'époque de nos grands-mères, mais aussi d'un phénomène bien particulier qui est le sujet de ton livre, le opting out. Alors, pour commencer, j'ai envie que nous fassions un petit tour d'horizon de ces progrès. Qu'est-ce qui a changé dans la place des femmes ces 30 dernières années ?
Alors moi, j'aime bien repartir du tout début et utiliser cette métaphore qu'on utilise pour raconter l'évolution du mouvement féministe. On parle beaucoup de vagues et j'aime assez cette métaphore qui, je trouve, représente bien ce mouvement qui est continu, mais qui a parfois des grandes avancées, mais aussi des reculs, enfin qui n'est pas toujours sur le même plan. Donc les sociologues identifient 4 vagues. La première vague, c'est celle qui part des années 1850 à environ 1945, et c'est l'acquisition des droits civiques et civils pour les femmes, avec le droit de vote, évidemment, qui a été acquis pour les femmes en 1945 en France. Ensuite, on a une deuxième vague qui part des années 60, et là, c'est plus un combat pour la libération du corps, avec l'autorisation de la pilule et de l'avortement, et aussi la lutte contre le patriarcat et les premières lois sur l'égalité professionnelle, donc qui datent de ces années-là. Et on arrive ensuite à la troisième vague qui commence à partir des années 90, donc il y a 30 ans, c'est ce dont tu parlais justement. Là, le mouvement féministe poursuit ses combats, donc on poursuit l'égalité professionnelle, mais on arrive avec des nouvelles revendications et on parle d'intersectionnalité. On veut défendre les droits des femmes, mais aussi les droits des femmes de couleur, handicapées, lesbiennes. On veut intégrer plusieurs dimensions de la discrimination dans le combat féministe. Et dernièrement, certains voient l'émergence d'une 4e vague qui aurait commencé dans les années 2010, avec un renouveau de la mobilisation, notamment auprès des jeunes femmes, et le mouvement MeToo, par exemple, une utilisation d'Internet et donc une dénonciation des actes sexistes systématiques par ce biais, par les nouvelles technologies. Donc, en matière professionnelle, très concrètement, ces 30 dernières années, elles ont vu accéder un petit peu à tous les postes et à tous les métiers. Elles ont vu accéder les femmes à tous ces métiers et aussi à tous ces niveaux de hiérarchie dans ces métiers. D'accord. Et donc, toi, dans ton livre, tu commences, et on va en parler dans la suite, tu commences à nous parler d'une tendance que tu as pu observer par rapport à toutes ces femmes qui ont accédé à ces postes de responsabilité. D'ailleurs, tu commences ton livre en nous parlant de toutes ces ex. Tu parles des ex-avocates, des ex-banquières d'affaires, des ex-consultantes, des ex-DRH, des ex-Accenture, L'Oréal, Danone. Toutes ces femmes qui finalement aimaient leur métier, ces femmes qui étaient performantes, qui étaient régulièrement promues et augmentées, souvent identifiées comme des talents ou des hauts potentiels. Toutes ces femmes qui, en apparence, n'ont vraiment aucune raison de ne pas poursuivre sur leur lancée et qui, pourtant, aujourd'hui, quittent le système par dizaines. Ce système auquel leur mère et leur grand-mère rêvaient d'accéder. Alors, tu poses cette question au début de ce livre, tu dis, est-ce que ça veut dire que c'est un échec? Est-ce que c'est un recul en arrière? Est-ce que le départ de ces femmes voudrait dire que les femmes n'ont pas su prendre leur place dans les postes à responsabilité? Est-ce que ça veut dire que le monde des affaires n'est pas pour elles, qu'elles se sont heurtées à un mur, qu'elles sont pas assez ambitieuses ou courageuses? Donc ça, c'est ce que enfin moi, tu m'as accroché dans ton livre avec ce point de départ. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Oui, en fait, c'est exactement ce que j'ai vécu, moi, quand j'ai décidé de quitter la profession d'avocat d'affaires. J'avais exercé pendant 10 ans et au début, tout allait bien. J'adorais mon métier, j'aimais les gens avec qui je travaillais. Voilà, à nouveau, tout allait bien. En France, il faut savoir qu'en droit, il y a beaucoup de femmes, hein, il y a beaucoup plus d'avocates que d'avocats. Donc, dans les juniors, dans les cabinets d'avocats, il y a plein de filles, il y a plein de femmes. Donc, on se dit qu'il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas tout au sommet comme nos camarades masculins. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis aperçue qu'il y a certaines pratiques, moi, qui ne me convenaient pas. Et donc, j'ai commencé à m'interroger sur ma place dans ce milieu. Et voilà, au bout de 10 ans, j'ai décidé de quitter cette profession pour travailler comme je l'entendais, avec mes valeurs et à partir de mes propres contraintes et de mes propres aspirations. Et au début, j'avais l'impression d'être seule et j'avais une impression d'échec, honnêtement. Je me disais, mais c'est quand même dommage, ce combat féministe que nos mères et nos grands-mères ont mené. Moi, j'arrive tout en haut de l'échelle. Je suis issue d'un milieu privilégié, donc je me disais aussi, c'est quand même un peu trahir toutes celles qui n'ont pas la chance d'avoir fait les études que j'ai faites. Bref, j'étais vraiment dans
dans une idée d'échec. Et puis, je me suis aperçue que autour de moi, dans la profession d'avocat, il y avait beaucoup de femmes aussi qui lâchaient la barre, si je puis dire, et que j'étais loin d'être seule. Et d'ailleurs, à peu près toutes les anciennes avocates avec qui j'ai travaillé ont également quitté la profession dans les 10 premières années d'exercice. Et puis rapidement, je me suis aperçue que c'était pas limité aux avocates, mais qu'en fait autour de moi, j'avais plein d'amis, de connaissances qui étaient anciennes DRH, anciennes directrices juridiques, anciennes banquières d'affaires, etc., qui avaient également fait le choix de quitter le système. Et je me suis dit, alors attends, en fait, c'est pas un problème personnel, c'est peut-être un problème beaucoup plus général. Et j'ai décidé d'en faire un livre parce que je me suis aperçue que c'était un phénomène social qui révélait beaucoup de choses et qu'il fallait absolument le dénoncer. Et que, en fait, c'était pas du tout un échec, mais que c'était au contraire très positif, puisque les femmes, finalement, allaient au-delà de l'égalité. Elles avaient effectivement les mêmes choses que les hommes, mais elles se disaient, mais en fait, j'ai envie de définir de quelle chose il s'agit. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire en décidant de quitter le système et en créant le nôtre. Donc, j'ai vraiment fait un chemin et je suis partie de l'échec pour arriver finalement à une réussite, à mes yeux, en tout cas. Et donc, pour écrire ce livre, tu as été rencontrer toutes ces femmes. Et alors déjà, j'ai envie je suis curieuse de savoir, toutes ces femmes qui ont quitté leur poste, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai interviewé une 50aine de femmes. Je crois que j'ai vraiment eu besoin d'aller confronter mes perceptions et mes impressions avec celles d'autres femmes. Je crois que j'ai eu besoin de vérifier que voilà, j'étais pas seule à nouveau et de prendre un peu de l'énergie aussi auprès d'autres. Et je pensais que beaucoup se seraient totalement reconvertis, mais en fait non. Beaucoup comme moi ont fait un pas de côté et finalement exercent la même profession ou une profession très similaire, mais dans leur propre structure ou de manière indépendante. En fait, elles exercent le même métier, mais dans des conditions différentes. Et ça, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est vraiment des femmes qui capitalisent sur ce qu'elles ont appris, sur les relations qu'elles se sont forgées, etc., pour travailler à leur manière avec les gens qu'elles ont choisis, dans des endroits qu'elles ont choisis, dans des horaires aussi qu'elles ont choisis. Donc, peu finalement ont repris des études et ont totalement changé de métier. Et donc en fait, c'est pas ce qu'elles quittent, c'est le système, c'est pas le métier, Oui. C'est pas les responsabilités, c'est pas leur désir d'impact, de contribution, d'activer leur talent, mais ce qu'elles quittent, c'est un système. Et donc, oui. qu'est-ce que tu as découvert à travers ce livre et qu'est-ce que tu nous partages? Donc, qu'est-ce que ces femmes quittent en fait? Quels sont les éléments du système dont les femmes ne veulent plus? Et puis après, évidemment, on va parler de qu'est-ce qu'elles créent de l'autre côté. Alors, ces femmes, elles ont tout en commun. Enfin, à chaque fois que je leur demandais, mais pourquoi vous êtes partie, qu'est-ce qui vous dérangeait, il y a 2-3 choses qui sont revenues. La première, c'est la culture du présentéisme qui existe encore et beaucoup en France. Alors, je ne sais pas si aux États-Unis c'est le cas, mais cette idée que si on fait de longues heures au travail, si on reste tard le soir, si on travaille le week-end, c'est qu'on est important et c'est qu'on travaille bien. Donc ça, c'est quelque chose qui les rend, qui, au fil du temps, et alors avec l'arrivée des enfants, ça les rend complètement hystériques. Oui, on va parler de ça tout à l'heure. Oui, voilà, on moi, va les en parler. femmes que j'ai rencontrées, ce qu'elles veulent, en fait, c'est l'efficacité, ce qu'elles visent. Toute leur activité professionnelle tourne autour de l'efficacité. C'est leur objectif, c'est ce qui les satisfait. En fait, elles aiment faire leur travail, elles aiment le faire bien, mais elles aiment quand c'est efficace, que ça a un impact et que ça bouge, que ça avance. Donc, les réunions qui n'en finissent pas, celles qu'on place le soir à partir de 19-20 heures, voilà, les choses qui sont des pertes de temps, elles n'en veulent plus. Donc ça, c'est un premier élément. La deuxième chose qui les énervait au plus haut point, c'est toutes les petites manœuvres politiques. Je te mets là, si tu me places ici, renvoi d'ascenseur, entre-soi. Vous savez, toutes ces magouilles, j'ai envie de dire, où on se met en avant et qui ne sont pas fondées sur le mérite, ça c'est pareil. Les femmes, elles veulent pas de ça. Elles veulent pas perdre de temps à palabrer, à se mettre en avant, etc. Elles veulent que le travail soit fait.
et qui soit bien fait, et elles veulent s'épargner toutes ces simagrées. Ces jeux de façade. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment. Et puis la dernière chose, c'est, mais qui rejoint un petit peu l'histoire du présentéisme, c'est les femmes. J'ai trouvé qu'elles aimaient bouger, qu'elles aimaient passer d'une vie à l'autre, et qu'être enfermées entre 4 murs de 9h du matin à 21h ou 22h, 5 jours par semaine, c'était très difficile pour elles. Elles ont besoin de se nourrir, que leur vie professionnelle, personnelle se mixe. Elles aiment, à nouveau, elles aiment bouger, elles aiment passer d'une à l'autre, elles aiment se nourrir de l'une de l'autre. Et donc, elles avaient beaucoup de mal à rester, j'ai envie de dire, coincées dans un bureau. Oui. Enfermées dans une boîte. Enfermées dans une boîte, c'est exactement ça. Donc, voilà un petit peu ce qu'elles ont souhaité quitter. Et donc, alors, oui, c'est vraiment sur des manières de travailler, finalement, puisque c'est plus sur la forme que sur le fond. Oui. Parce que l'ambition, elle est toujours là, elles ont envie de réussir, il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais c'est vraiment dans le format, en fait. Dans le format, oui. Et puis, il y a aussi cette pression de performance professionnelle alliée au cliché de la mère parfaite, cette pression d'être la mère parfaite qui doit aussi vraiment rendre le quotidien de ces femmes difficile, et du coup, un besoin de plus de flexibilité, un besoin de pouvoir... je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette pression sur la performance professionnelle et la mère parfaite ? Oui, complètement. En fait, elles se sont retrouvées bloquées entre deux injonctions. C'est que d'une part, elles devaient se fondre dans un moule de la performance professionnelle comme on l'entendait. On leur a donné une définition de la réussite professionnelle. On leur a dit c'est comme ça qu'il faut faire pour réussir. Parce qu'il faut le rappeler, le monde professionnel, il a été créé par des hommes, donc elles n'ont pas du tout contribué à son élaboration. Et d'un autre côté, ces dernières années, on a quand même vu un accroissement de la pression pour être des mères, entre guillemets, parfaites, pour avoir des enfants parfaits. Et donc, elles se sont retrouvées entre deux injonctions qui sont, pour un être humain, c'est impossible à réussir. Donc, et tu parles dans ton livre un peu du mirage de la vie de la working girl. Peut-être qu'au début, c'était rigolo d'être entre Londres et New York et Paris et d'être cette working girl. Mais après, dans la réalité du quotidien, notamment quand les enfants sont arrivés, c'était plus drôle du tout, quoi. Oui, alors évidemment, il y a des impératifs. Ces métiers-là exigent une disponibilité, etc. Mais en fait, quand c'est pas nécessaire, quand c'est du zèle ou quand c'est vraiment pour se faire mousser ou montrer qu'on travaille, alors qu'en fait, ça pourrait être fait à nouveau la journée dans des horaires normaux et de manière très efficace, ça, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'ai totalement rejeté, en fait. Je me disais, mais moi, je veux pas travailler comme ça. Je veux pas passer ma vie au bureau. C'est pas mon but, c'est pas mon bonheur. Je suis sûre que je peux le faire différemment. Donc, Oui, et quand tu dis « je veux pas passer ma vie au boulot », ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ces femmes veulent pas forcément, nécessairement, avoir juste le boulot et les enfants. Elles veulent aussi aller à des conférences, voir des amis, faire du yoga ou du sport ou une activité qui leur plaît, chanter la guitare, donc nourrir toutes les dimensions de leur être. Et elles sont pas prêtes à faire de compromis, en fait. Elles ont pas envie de sacrifier. Exactement. Et puis surtout, elles s'aperçoivent que les uns nourrissent les autres et qu'elles sont beaucoup plus performantes dans leur activité professionnelle si elles ont été effectivement à un concert, si elles ont écouté une conférence, si elles ont passé quelques heures sympas avec leurs enfants. Elles veulent, voilà. Alors oui, ce que je voulais aussi préciser, c'est que opting out, c'est un mot anglais qui a été forgé aux États-Unis. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'aux États-Unis, il y a des travaux qui ont été menés. Moi, j'ai lu un livre que j'ai trouvé super et qui m'a un peu aussi décidé à écrire le mien, d'une sociologue qui s'appelle Pamela Stone et dont le titre est Opting out. Pourquoi les femmes rentrent vraiment à la maison. Et la différence entre les Américaines et les Françaises, c'est qu'effectivement, les Américaines ont tendance à rentrer à la maison dans le sens où elles arrêtent totalement de travailler. Elles optent out, mais out. Alors que les Françaises, elles font plus un pas de côté, mais elles continuent à travailler et elles essaient, comme tu dis, de tout avoir et de tout arranger et de s'organiser pour avoir tout. Oui, j'ai aussi une explication par rapport à ça aux États-Unis, où je vis depuis 20 ans, c'est que déjà il n'y a pas de maternelle.
Il n'y a pas oui, de c'est ça. maternelle, donc quand Ouais, l'enfant est né, il n'y a pas de système de c'est garde ça. d'enfant financé. Ça coûte à peu près 1500 Ouais, dollars par mois de faire ouais. garder son enfant à temps plein. Mm. Donc rapidement, ça fait plus vraiment sens Oui, ouais, d'essayer de continuer à bosser. Et puis les écoles, voilà, finissent à 14h30, à c'est ça. 15h, Ouais, ouais, et il n'y a pas de système de garde, et ouais. il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas. Donc Complètement. finalement, à un moment donné, donc moi je vois beaucoup de familles aux États-Unis où les deux parents se mettent à leur compte, Mhm. et du coup les deux jonglent leurs emplois du temps pour gérer les enfants. Mhm. Ouais, Et beaucoup plus de papas qui vont chercher les enfants à l'école et tout ça parce que les deux parents se sont mis à ouais, leur compte pour concilier vie de famille et ouais. vie Et parce professionnelle. qu'effectivement, il n'y a aucune structure sociale, alors qu'en France, on sait que c'est très développé et que du coup, ça Voilà, permet aux femmes de travailler ouais, beaucoup plus voilà. facilement, c'est sûr. Donc, je pense qu'effectivement, la différence, elle est là. Euh, Mhm. c'est que les Américaines, elles n'ont pas forcément le choix. C'est un peu tout ou rien, quoi. Voilà. Ouais. Alors, tu disais tout à l'heure que ce monde du travail dans lequel les femmes sont rentrées il y a 30 ans, quand on a commencé à rentrer et à petit prendre tous ces postes à responsabilité, tu dis, on nous a dit, voilà, c'est ça le moule, c'est ça le modèle Mhm. de la réussite, c'est dans ce modèle qu'il faut rentrer. Peut-être que tu peux nous décrire ce modèle, et tu disais que c'était un modèle qu'elle n'avait pas contribué à créer. Mhm. Donc, quel était ce modèle dans lequel on nous a demandé de rentrer? Et puis après, on va parler de quel est ce nouveau modèle qu'il faudrait créer maintenant. Alors, pour schématiser, moi, je dis souvent que la réussite professionnelle, comme on l'entendait jusqu'à maintenant, c'était gagner de l'argent, avoir du pouvoir et avoir un titre ou un statut. Donc, c'est ça, en fait, moi, quand je suis arrivée sur le marché du travail, c'est ça qu'il fallait viser et c'est vers ça qu'il fallait aller. Et c'est comme ça qu'on réussissait. Moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'un seul système, c'était celui-là. Et que donc, voilà, soit on se fondait dans ce moule, soit on ne réussissait pas. Et ce qu'elles mettent en place, les femmes aujourd'hui, c'est une autre réussite, c'est une autre définition de la réussite qui, en fait, inclut toute leur vie. Pour elles, réussir, c'est réussir leur vie professionnelle, mais aussi leur vie personnelle, leur vie amicale, leur vie culturelle, enfin, que sais-je. Ça, c'est une réussite. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est les femmes, elles entendent la réussite professionnelle comme une activité collective. Ce qu'elles aiment et ce qu'elles veulent, c'est avoir des résultats, créer quelque chose, avancer grâce au collectif, travailler en équipe. Ça les motive et ça les nourrit aussi. Donc, c'est plus un pouvoir où on est tout seul, tout en haut, avec les autres qui sont en bas. Avoir du pouvoir pour ces femmes, c'est plus être capable d'emmener d'autres personnes, d'être au cœur de quelque chose et de fédérer quelque chose pour aboutir à un résultat à plusieurs. C'est ça qui les motive. Et puis, il y a évidemment la question du sens. Elles veulent donner du sens à ce qu'elles font, avoir un impact. Donc à nouveau, on n'est plus dans l'individualisme, mais plutôt vers l'ouverture sur l'autre et avoir un impact avec son travail. Ça pour elle, c'est la réussite. Et donc, est-ce que tu sens que en ce moment, avec ce qui se passe, ce dont tu parles, ce mouvement où les femmes quittent ces grands groupes pour monter et créer leur propre job et leur propre structure, est-ce que tu sens que petit à petit, ça va contribuer à faire évoluer et à faire émerger cette troisième voie, cette nouvelle manière de travailler? Ben, je l'espère. J'espère que ça va donner des idées aux entreprises et aux structures bien établies qui fonctionnent comme elles fonctionnent depuis des années et qu'elles vont un petit peu regarder de ce côté en se disant, bah tiens, qu'est-ce qu'elles font Alors oui, ce que j'ai oublié de dire, mais ça on en parlera peut-être plus tard, c'est aussi cette notion de sororité. Oui. Les femmes aujourd'hui, elles apprennent et elles ont l'opportunité de travailler entre femmes. Ça c'est quand même quelque chose de nouveau parce qu'avant, dans les postes un peu dits à responsabilité ou dans des métiers qui étaient jusque-là réservés aux hommes, elles étaient très peu nombreuses. Alors que là, je trouve qu'on voit, en tout cas en France, se créer des structures qui ne sont que féminines ou des fonds d'investissement qui n'investissent que dans des sociétés créées par des femmes. Donc on assiste à comme une nouvelle relation professionnelle. On voit des femmes travailler entre elles et on regarde ce que ça donne. Et ça aussi, ça peut être inspirant pour les Qu'est-ce qu'on observe qui est différent quand les femmes travaillent entre elles? Oui, moi je vais parler de manière très personnelle, parce que moi ça fait 10 ans que je travaille dans une structure exclusivement féminine.
on est 8 anciennes avocates. Alors, c'est pas conscient, hein, on s'est pas dit on va travailler qu'entre femmes, il se trouve que, ou alors c'était inconscient, mais en tout cas, on n'est que des femmes. Et je dois dire, on a choisi d'avoir il n'y a pas de structure hiérarchique, en fait, on est toutes sur le même plan. On a une organisation très légère et c'est hyper fluide, c'est très efficace. On a les mêmes objectifs, on est sur la même longueur d'onde. C'est un plaisir, mais au quotidien, en fait. Je pense que quand deux femmes travaillent ensemble et ont la même vision d'efficacité, d'impact, etc., c'est fulgurant. Et donc ça, c'est nouveau. Et ça doit être regardé, je pense, pour donner un peu des idées de relations professionnelles autres. Oui, c'est très intéressant. Et donc toi, tu prédis parce que tu expliques dans ton livre que c'est une grosse perte pour ces grands groupes et pour ces grandes entités qui ont peut-être probablement d'ailleurs investi dans toutes ces femmes, c'est des vrais potentiels. Et donc c'est une vraie perte de voir ces femmes partir. Et donc peut-être que ce livre va être, on l'espère, un wake-up call, quelque chose qui pourrait en tout cas donner des pistes aux entreprises pour faire évoluer la structure, en fait, cette structure qui n'est pas adaptée. Oui, je pense que depuis quelques années, il y a quand même une prise de conscience. Hein. Ils ont du mal à retenir les femmes. Il y a aussi, ça c'est un autre élément, il y a aussi toute cette jeune génération qui arrive et qui a l'air d'avoir un petit peu les mêmes aspirations que celles que je décrivais, le sens, le collectif, pas seulement la performance financière, pas seulement l'argent, etc. Donc il y a aussi les jeunes qui poussent, les millennials, etc. Moi, j'entends beaucoup d'entreprises et de managers qui disent on a du mal à les comprendre, on a du mal à les gérer. Il faut qu'on se remette en question aussi sur comment on les fait travailler. Donc, parce que la carotte de l'augmentation de salaire ou de je vais te donner un titre un peu plus ronflant, ça marche pas. Ça marche plus chez les jeunes. Et puis, hommes comme femmes. Hein, et ça aussi, c'est super intéressant. Je veux dire, les hommes, ils disent aussi non, mais attendez, moi, j'ai une vie à côté. Il est hors de question que je reste jusqu'à 22h si c'est pas impératif et si c'est juste pour me balader dans les couloirs et montrer que je suis important. J'ai l'impression qu'ils remettent ça en question aussi beaucoup. Hein, donc, alors, je suis curieuse de savoir si la crise du coronavirus et tous les confinements et le télétravail qui s'est énormément développé va pas finalement permettre l'émergence de nouvelles possibilités. Parce que je pense que pendant longtemps, l'entreprise a senti qu'elle avait besoin de se renouveler, mais en même temps, on était un peu coincé dans l'idée que c'était pas possible, que c'était trop compliqué d'apporter cette flexibilité, notamment, on parle du présentéisme et d'avoir plus de flexibilité du temps de travail, de permettre aux gens de ne pas forcément être toujours au bureau, de travailler de chez eux, de travailler de leur maison de vacances, de rester en week-end le lundi et de bosser le lundi, je sais pas, ou j'en sais rien, de toute cette flexibilité du temps de travail. Et donc là, j'ai espoir que peut-être beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que en fait, c'était possible. Peut-être pas à temps plein, qu'on a quand même besoin que les gens viennent bosser, soient ensemble, et on a tous besoin de bosser et d'être ensemble. Mais en même temps, peut-être qu'on peut accorder plus d'indépendance, plus de confiance, plus de flexibilité. Moi, je le crois aussi. Hein. Je pense qu'en France, en tout cas, il y avait une vraie réticence de la part des entreprises et des managers à développer le télétravail parce qu'ils avaient peur la peur, c'est que dès qu'on n'a plus les salariés sous les yeux, on a l'impression qu'ils font, ils font des lessives toute la journée et que, en fait, ils travaillent pas. La crise du Covid, elle a accéléré le télétravail. De toute façon, il n'y a pas eu le choix. Donc, tout le monde s'y est mis et on s'aperçoit. Il y a des études qui commencent à sortir. Là, j'en ai vu une hier de Natixis qui disait que la productivité chez les professions, en tout cas qualifiées, avec le télétravail était augmenté de 34%. Ils ont déjà commencé à regarder quel impact ça avait sur la productivité et en fait ça fonctionne très bien. Alors comme tu le dis, c'est toujours pareil, il ne faut pas que ça soit tout ou rien, il ne faut pas mettre tout le monde en télétravail à 100%. Mais je pense que les managers vont être obligés et sont obligés en ce moment de revoir leurs méthodes et leurs approches. Oui. Et c'est marrant, c'est ce que j'observe. D'accélérateur en fait. Ouais. Ce que tu viens de dire, c'est quand tu dis si on n'a pas les collaborateurs sous les yeux, on a peur qu'ils vont faire une lessive. Alors déjà, ça serait penser qu'on aime faire des lessives. Donc oui, peut-être qu'on va mettre une lessive, mais après on va retourner bosser, c'est bien plus intéressant. Voilà. Donc, et puis du coup, on s'est levé, on a fait quelques pas, et peut-être que ça nous a aéré la tête et que voilà, non mais franchement, non mais exactement.
Voilà, donc oui, on va peut-être faire une lessive, mais a priori, on va retourner bosser après parce que ça. c'est quand même plus intéressant. Voilà. Et puis, il y a vraiment cette idée, en fait, et ça, j'en parle beaucoup quand j'aborde la thématique de J'arrête de râler, c'est de passer d'une ère de l'obéissance où en fait le système fonctionne. Ça peut être à la maison, hein, la maison tourne, chacun fait ce qu'il a à faire, ou l'entreprise tourne parce que en fait on est sous un modèle d'obéissance, c'est-à-dire que tout le monde a peur de la punition ou a peur de si on voit pas, si je suis pas à mon bureau à telle heure, je vais être mal vu. Si je donc en fait il y a un peu cette espèce de pression qui du coup met le manager ou le parent dans un rôle de gendarme, dans un rôle de flic qui finalement, parce que c'est classique, hein, quand on est dans un système d'obéissance, s'il n'y a plus la punition, il n'y a plus d'obéissance. S'il n'y a pas la pression autoritaire, il n'y a pas d'obéissance. Parce que la personne ne fait que parce qu'elle a peur de la conséquence. Donc là, ce parallèle, il est très intéressant, l'approche parentale et le management professionnel. Je suis d'accord, c'est très intéressant. Voilà. Si tu responsabilises tes salariés, si tu leur fais confiance, normalement, à part si tu tombes sur quelqu'un qui vraiment a décidé qu'il allait rien faire, je pense que tu peux avoir des bons résultats et avoir des meilleurs résultats que quand tu les fliques. Exactement. Et tu les, parce que d'un côté, voilà, d'un côté, c'est épuisant d'être le gendarme de service, vraiment. Oui, en plus, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle pour personne, d'ailleurs, pour aucun des partis, ça n'est drôle. Et en plus, la personne va juste faire le strict minimum pour ne pas se faire punir. De l'autre côté, de l'obéissance, qu'est-ce qu'on cherche vraiment, en fait? Ce qu'on veut vraiment, quand on dit la maison tourne ou l'entreprise tourne, ce qu'on veut vraiment, c'est de la coopération. Et dans la coopération, c'est le co, et c'est ce côté, j'amène le meilleur de moi-même par rapport aux besoins de l'entité, quoi. Et ça s'obtient pas du tout quand on flique les gens. Au contraire, ça s'obtient quand on leur fait confiance, et ça s'obtient quand on leur donne du sens, et ça s'obtient quand on les inspire. Et quand les gens sont inspirés, que ça a du sens et qu'on leur fait confiance, là, on obtient la coopération. Et le parallèle, il est très bien, effectivement, l'éducation des enfants et... Alors, je fais énormément d'analogies entre l'éducation des enfants et le management. Et je crois que un jour, peut-être, il faudra que j'écrive un livre là-dessus parce qu'il y a énormément de similitudes entre manager une équipe et la parentalité, en fait. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, de quoi on va parler maintenant? Donc, toi, tu es sorti du monde du travail traditionnel, tu as monté ta propre structure, tu as lancé ta propre activité. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes qui éprouveraient le besoin d'en faire autant? Alors, moi, mon conseil, il va être très féministe, etc. Moi, j'ai envie de dire, regroupez-vous, soutenez-vous les unes les autres, expérimentez la sororité, parce que la sororité, on la connaît dans la sphère personnelle. Je te garde mes enfants si tu me les emmènes à l'école, etc. Mais dans la sphère professionnelle, elle est très intéressante parce qu'on s'aperçoit à nouveau qu'on est sur les mêmes, qu'on a souvent les mêmes intérêts et les mêmes objectifs. Et donc, j'ai envie de dire, essayez de travailler avec des femmes, essayez de travailler avec une approche, venez comme vous êtes, j'ai envie de dire, et pas dans ce modèle qu'on nous donne aussi, où le monde du travail doit forcément être conflictuel, concurrentiel, compétitif, il faut négocier en force. Les femmes, à nouveau, quand elles ont décidé d'avoir un résultat, elles sont très constructives, elles ont tendance à battre leurs cartes, à être totalement transparentes, et ça fonctionne. Donc, expérimentez ça. Regroupez-vous, soutenez-vous les unes les autres, aidez-vous, regardez ce que font vos amis, vos collègues, inspirez-vous les unes des autres. C'est un peu le conseil que je donnerais. Et puis voilà, et puis expérimentez. Essayez le statut d'indépendant, essayez de vous mettre à votre compte. En France, on a aussi cette chance, c'est qu'on a ce statut qui s'appelle l'auto-entrepreneuriat, qu'on peut en fait cumuler avec un job de salarié. Donc, on peut s'essayer à une autre activité, tâtonner et puis essayer de voir si ça marche avant de se lancer vraiment. Et ça, c'est super. Je pense pas qu'il y a la même chose aux États-Unis, mais ça, c'est un bon moyen de démarrer, en fait.
Il y a beaucoup d'aides pour démarrer en Oui, France. Moi, j'accompagne ouais, beaucoup de femmes qui font ouais. cette transition, qui se mettent à leur compte et je les accompagne dans mes coachings. Et c'est vrai que j'hallucine. Il y a du Mm. nombre d'aides possibles Oui, et de l'accompagnement qu'elles peuvent avoir pendant parfois au moins un an, mais parfois même un peu plus que ça. Et c'est vraiment, en effet, c'est une bonne idée de s'en saisir pour oser se lancer. mm. Euh, mm, mm, Ouais, c'est ça, oser. Et puis en faisant ça, finalement, on participe à la création et à l'invention du monde, en fait. La sphère professionnelle et cette chance qu'on a de pouvoir sortir du système dominant et de créer le nôtre, c'est la chance de participer enfin à la création du monde. Et ça, c'est quand même une superbe opportunité. Donc, mm. ouais, Donner oser, forme, donner oser, forme foncer. au monde. Ouais. Alors, je note ce que tu as dit tout à l'heure en disant que les femmes, quand elles sont entre elles, elles battent leurs cartes et elles sont en complète transparence. Mhm. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup dans la sororité. J'ai développé un programme là récemment qui s'appelle La Voix d'Athéna, où j'aide les femmes Mhm. à développer leur super pouvoir féminin. Et ce qui se joue dans ce groupe, c'est que les femmes entre elles osent se montrer puissantes, mais aussi elles osent se montrer vulnérables. Mhm. Et c'est ce doux mélange qui les rend encore plus puissantes, en fait, Oui, parce que ça les ouais, rend vraies, authentiques, ouais. alignées. Et elles savent accueillir, elles savent se présenter vulnérables et elles savent Mhm. accueillir une femme vulnérable. Et en même temps, elles savent ne pas, comment dire, labeller la personne. C'est pas parce qu'un jour je te vois et tu viens de foirer un rendez-vous et tu te sens nul et tu as Mm. besoin d'en parler que je vais te mettre l'étiquette incompétente. Oui. Absolument pas. Je vais t'accueillir dans ta difficulté et alors que je t'écoute, je vais continuer à voir ton potentiel, ta brillance Mm. et tes capacités. Et j'accepte que sur ce coup-là, Mm. t'as pas réussi, que sur ce coup-là, t'as Mm. merdé, que sur ce coup-là, ça s'est pas passé comme tu voulais. Et c'est OK, et je t'accueille dans ta Oui. difficulté. Ouais, ouais. Et c'est cet accueil, et sans mettre d'étiquette, cet accueil qui continue à voir le bon et la puissance de l'autre, mais en accueillant sa vulnérabilité et sa Mm. faiblesse dans l'instant présent, qui font que les femmes entre elles se donnent des ailes. Mm. Vraiment, elles Mm. se donnent des ailes au lieu de se couper les pattes, en fait. Oui, c'est ça. Au lieu de se tirer dans les pattes, exactement. Au lieu Voilà. de, ou de prétendre qu'en fait elles sont uniquement fortes, puissantes et qu'elles n'ont aucune faille, aucune fragilité. Au lieu de faire semblant de pas avoir de vie personnelle, semblant de pas avoir d'enfants et d'avoir que le boulot à cœur. Parce que c'est Mm. ça, en fait, les femmes, ce qu'elles aiment, c'est l'authenticité. Elles viennent de manière authentique, comme tu dis, dans toutes leurs dimensions. En fait, elles prétendent Entière. pas, voilà, elles endossent pas un rôle quand elles arrivent au boulot, qui dirait que voilà, qu'en fait elles n'ont que ça dans leur vie, qu'elles pensent qu'à ça et Ouais. que, Je crois que c'est vraiment ça que les ouais, femmes ouais, quittent. Je crois que c'est ouais, vraiment ça que les femmes quittent, c'est qu'elles en peuvent, ça n'a pas de sens du tout pour elles d'endosser ce rôle et de mm, laisser toutes ces dimensions de ce qu'elles oui, sont à la ouais, porte ouais. quand elles arrivent le lundi matin au boulot. Et qui, comme tu dis, ça veut pas dire si une fois on a raté quelque chose, ça veut pas dire qu'on est étiqueté, voilà, nulle, incompétente et définitivement perdu pour la cause professionnelle. Loin Mhm. de là. Voilà. Mais quand on fait semblant de ça, quand on fait Oui. semblant voilà, qu'on veut surtout garder la façade et toujours bien présenter, et Mm, toujours être parfaite et toujours être performante, et ben en fait on se voile la face et c'est oui. peut-être pour ça que énormément de femmes aujourd'hui font des burn-out. Je ne sais pas si tu Mm, parles de ça dans ton livre, de la quantité de burn-out, notamment chez les femmes. C'est mhm. assez impressionnant. Ouais, oui, j'imagine. Mais et puis en plus, je pense que les hommes vont bénéficier de ça aussi. Si eux aussi, on leur permet d'être authentiques et d'arrêter de faire semblant d'être des superman au bureau, etc. Je suis sûre qu'il y en a plein aussi qui vont se retrouver dans cette ouverture et dans cette prise en compte de l'être humain dans son ensemble et pas, voilà, pas que quelqu'un qui endosse un rôle et qui est parfait tout le temps. Mhm. Et ouais, je pense qu'eux Mhm. aussi, ils vont en bénéficier. Et ils vont aussi plus accueillir leur dimension de parents, d'amis, et ils iront plus vers le perso aussi. Mhm. Donc, Mhm. on va tous se rejoindre finalement.
J'explique dans mon programme La Voix d'Athéna que la société dans laquelle on vit aujourd'hui est une société qui valorise les forces du masculin. On a tous en nous une dimension masculine, une dimension féminine, le yin-yang, comme l'explique la philosophie chinoise. Et on vit dans une société aujourd'hui qui valorise la dimension masculine. La dimension masculine, c'est le faire, c'est le résoudre, c'est l'accomplir, c'est la performance, c'est le résultat. Et c'est beaucoup la tête. C'est beaucoup ce qui est dans la tête, notre capacité à réfléchir, la stratégie. Donc ça, et on vit dans une société aujourd'hui, en tout cas une société économique qui a mis l'économie en son centre et qui donc valorise toutes ces forces du féminin. Et en fait, on a poussé le système tellement loin qu'on arrive à un burn-out des travailleurs, mais aussi burn-out de notre planète qui est asséchée. On est tous asséchés parce qu'en fait, on a ignoré toute la dimension du féminin qu'on a tous, hommes et femmes, en nous. Et la dimension du féminin, c'est le savoir-être, c'est l'intériorité, c'est l'imagination, c'est la créativité, c'est le rapport à la collaboration, c'est le rapport à notre corps aussi. Beaucoup de personnes ont pensé qu'il fallait laisser, que la gestion de notre corps ou la gestion de nos émotions, c'est l'intériorité, c'est une expérience très corporelle, l'expérience des émotions. Moi, je me souviens très bien avoir cette impression qu'à l'entreprise, quand j'arrivais, on me disait « tes émotions n'ont pas leur place », et notamment pour une femme. Oh là là, surtout pas. Si une femme se met à avoir des émotions, on est dans la merde. Et je pense qu'il y a eu un tel reni de toute cette dimension, et aujourd'hui, on est invité à retrouver un équilibre entre les deux. Avoir plus de féminin dans le monde professionnel. Voilà. Voilà. Et de ne pas renier le masculin. Le masculin nous apporte énormément de choses, mais de rétablir un équilibre qui nous permette d'avoir cette régénération plutôt que d'être asséchés. Et en plus, tout ça, c'est corroboré par des études qui disent que avoir des femmes dans les instances dirigeantes, etc., ça augmente la performance de l'entreprise. Il y a vraiment un bénéfice à avoir des femmes qui dirigent et qui apportent d'autres valeurs, donc entre guillemets plus féminines. À partir du moment où ce ne sont pas des femmes qui fonctionnent uniquement comme des hommes, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont arrivées à ces postes à responsabilité, mais en activant que leur dimension masculine. Et en parce qu'elles n'avaient pas le choix aussi, je pense qu'elles étaient tout à fait. Tout à fait. Comme tu le dis tout à l'heure, il n'y avait qu'un moule, c'était le moule, c'était la manière de faire, c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc, c'est le modèle qu'on nous avait donné, et grâce à ton livre et grâce à toutes les femmes qui se remettent en question et qui osent faire bouger les lignes, on va pouvoir faire émerger une troisième voie dont tout le monde va profiter. Les hommes, les femmes, les enfants, la planète. Ça va être formidable. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais dire pour le mot de la fin, ou est-ce qu'on a fait le tour de la question? Non, je crois qu'on a fait le tour, et voilà, à nouveau, sororité, allez-y, essayez, testez, expérimentez, c'est vraiment c'est nouveau et c'est vraiment super. Super. Et alors, où est-ce que les personnes, donc bien évidemment, j'invite les auditeurs à se procurer ton livre, dont j'adore le titre d'ailleurs, merci mais non merci. Est-ce qu'il y a aussi un autre moyen de te retrouver, de te suivre? On peut me suivre sur LinkedIn, Instagram, voilà. LinkedIn et Instagram avec ton nom, surtout. Donc Céline Alix. Tout simplement. Super, très bien. Merci beaucoup. Merci à bientôt. À toi, Christine. Au revoir. Au revoir. Si les thèmes des femmes et du travail vous intéressent et que vous avez envie de continuer à explorer sur ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode 32, Quand les femmes pensent le monde, ainsi que l'épisode 20, Femmes, je nous aime, et l'épisode 18 sur les Happy Workers. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir.
Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.